je vais vous parler un peu du hamster d'Europe, hamster commun. Donc c'est des travaux qu'on mène au CNRS à Strasbourg, qui ont été au cœur de mes travaux de thèse, et que donc j'ai conduit soutenu par Hugo Chignac et encadré par Caroline Abel. Et on travaille sur le lien entre la conservation du hamster commun en Alsace et les pratiques agricoles. Donc je vais vous en parler à travers cette petite présentation que j'ai intitulée Agriculture et biodiversité, le hamster commun en médiateur. Donc dans ce projet, on travaille sur l'enjeu de l'intensification de l'agriculture et du changement des habitats agricoles du fait de cette évolution de l'agriculture. Évolution qui a induit, qui s'est faite à travers de nombreux remembrements, donc une évolution de la taille des parcelles vers des parcelles de plus en plus grandes. Une sélection importante des cultures, que ce soit sur les plans spécifiques ou génétiques, pour essayer de maximiser les rendements. Une mécanisation des interventions et des recours accrus aux intrants, que ce soit pesticides ou engrais, pour essayer de dynamiser les productions. Ces différents aspects, ils ont induit un fort impact sur les environnements agricoles et donc sur la faune qui est hébergée, ce qui induit un fort déclin de celle-ci et une inhibition des services écosystémiques qui y sont associés. Donc je ne vous apprends rien, je pense, avec tout ça, mais c'est quelque chose qui est observable dans tous les taxons. Par exemple, ici, je vous ai mis l'exemple de l'évolution de l'abondance des passereaux communs au Royaume-Uni. On voit que ceux qui déclinent le plus rapidement, ce sont ceux qui exploitent des zones agricoles, les farmlanders. Et puis c'est quelque chose qu'on observe aussi, par exemple, au niveau des invertébrés, avec un déclin autant en abondance qu'en diversité. Et donc cet enjeu, il touche notre modèle d'étude dont je vais vous parler aujourd'hui, le hamster commun, Cricetus cricetus, dont vous avez une photo ici, qui est un rongeur qui fait à peu près cette taille-là. Donc par rapport à ce dont on a parlé hier, une taille qui est quand même assez grande. Et donc le hamster, son aire de répartition se termine en France, mais elle court jusqu'en Russie. Il était historiquement très abondant, d'où son nom vernaculaire de hamster commun. Et malheureusement, il a fortement décliné dans toute son aire de répartition. Alors j'ai coupé la Russie parce qu'en fait on n'a pas de données là-bas, mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'au niveau de notre Europe occidentale, il est plus présent que dans quelques tâches d'habitat qui sont ici représentées en vert, ce qui a mené en 2020 à son classement comme étant en danger critique d'extinction par l'IUCN. Ça a attendu 2020 à l'échelle mondiale, mais à l'échelle française, donc ici entouré de ce petit rond rouge, le déclin il a été documenté depuis beaucoup plus longtemps, puisqu'en fait, ce qu'on observe au niveau de l'Alsace qui est représenté ici, c'est un déclin à partir d'à peu près 1950. Vous voyez qu'un nombre important de communes de présence ont été perdues, et on a aujourd'hui plus que 3 noyaux d'habitat. Ce qui a mené en fait en France à sa protection dès 1993. Avec notamment une succession de PNA qui avait pour vocation de motiver sa conservation. On est aujourd'hui au 4e PNA. Et les PNA couvrent des actions très variées. Les premiers se penchaient surtout sur la relation entre les agriculteurs et les hamsters avec une sensibilisation à cette espèce pour essayer de changer la perception de l'espèce qui était historiquement considérée comme nuisible. Et aujourd'hui, le PNA inclut aussi des actions de renforcement de population avec des lâchers ou de restauration de l'habitat, ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors le hamster, il a un cycle un peu particulier et bien marqué, qui est divisé entre une saison hivernale et puis une saison active. La saison hivernale, elle court d'octobre à mars, et pendant cette période, les hamsters présentent une phase d'inactivité. C'est-à-dire qu'après une émergence, ils vont passer quasiment jusqu'à 6 mois dans leur terrier, et c'est pendant cette période qu'ils font une hibernation. Ensuite, à l'hibernation est un peu particulière, parce que les hamsters ont un comportement dit food storing, stockeur de nourriture. Donc plutôt que de dépendre de stocks de graisse comme les marmottes ou d'autres hibernants, ils vont plutôt dépendre de stocks de nourriture qui constituent en amont de l'émergence, pendant la période active. Et c'est aussi pendant cette période évidemment qu'ils se reproduisent. Et c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui, puisqu'en fait si l'espèce décline à ce point, c'est notamment lié à une importante chute du succès reproducteur. Historiquement, les hamsters pouvaient assurer jusqu'à 3 portées par an, avec en moyenne 10 petits par portée, donc un succès reproducteur assez important, et aujourd'hui on observe plutôt une portée par an avec 4-5 petits par portée, donc quelque chose de bien réduit, qui permet plus de compenser la forte mortalité de l'espèce. Alors pourquoi le succès reproducteur est à ce point réduit? C'est comme je vous le disais précédemment, dû au changement de l'habitat agricole. Les hamsters exploitent des domaines vitaux relativement restreints. Vous avez ici représenté celui d'un mâle et celui d'une femelle. Historiquement, ça permettait quand même aux hamsters d'exploiter plusieurs parcelles agricoles, et donc de diversifier leur alimentation avec plusieurs cultures. En fait, du fait des remembrements, au même endroit, vous avez ici les parcelles actuelles qui font en moyenne 1,5 hectare, et vous voyez qu'on se retrouve avec des femelles qui sont inféodées à une unique parcelle monoculturale. Et ça induit une forte réduction de la diversité du régime alimentaire. Avant que j'arrive en thèse, des travaux précédents ont montré que ça c'était un
gros problème au niveau reproduction. Dans une précédente étude, ils avaient nourri des hamsters en laboratoire avec soit du blé, soit du maïs, et ils avaient supplémenté avec des sources protéiques que les hamsters peuvent trouver dans leur environnement, à savoir des vers de terre représentés en rose et des trèfles représentés en vert. Et vous pouvez voir qu'on a un succès reproducteur qui est plus élevé uniquement dans le cas où les hamsters ont été nourris avec du blé et des vers de terre. Ça a été attribué à une carence en protéines qui est induite par le blé seul, et qui n'est pas compensée par le trèfle. Maintenant, dans le cas du maïs, ce qui a été montré, c'est qu'on a d'autres carences qui sont en jeu, qui ne sont pas simplement compensées par les vers de terre, parce que pour restaurer un succès reproducteur viable, il faut apporter de la vitamine B3 au hamster. Et donc en fait, ça explique pourquoi, dans ces groupes nourris au maïs, on observait des comportements, notamment de cannibalisme des mères sur les juvéniles. Donc globalement, ce que ça montre, c'est que les hamsters sont susceptibles aux carences alimentaires qui sont renforcées par ces phénomènes de réduction de la diversité du régime alimentaire. Une autre problématique de ces monocultures, évidemment, c'est le fait que ça induit une homogénéisation importante des parcelles. Et donc, quand on a des phénomènes de récolte, on a une destruction totale du couvert, ce qui expose les hamsters à la prédation, et ce qui réduit complètement la possibilité des hamsters d'acquérir une alimentation. Donc ça, c'est un gros problème, par exemple, dans le cas du maïs, qui va être semé au printemps. Ça veut dire qu'à l'émergence des hamsters d'hibernation, quand ils sortent, eh bien, il n'y a absolument aucun couvert. Donc, globalement, ces considérations autant nutritionnelles que de couvert végétal amènent vraiment à considérer la monoculture comme très mauvaise. Donc si les Alsaciens adorent leur maïs, malheureusement le hamster c'est pas trop son cas. Par contre, ce qui a été montré aussi, c'est que mettre des cultures en association au niveau nutritionnel, ici, c'est très intéressant pour essayer de dynamiser la reproduction. Vous voyez que quand on expose des hamsters à du blé enrichi avec soit du radis, soit du soja, on a des résultats assez variables, mais un succès reproducteur qui est potentiellement viable, par exemple dans le cadre du blé soja. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en utilisant des cultures avec des phénologies décalées, par exemple une culture d'hiver et une culture de printemps, cultivées ensemble, on peut maximiser le couvert végétal et induire du coup notamment une protection à l'émergence de l'hibernation. Donc ces considérations, elles ont été inscrites dans les programmes de conservation avec comme objectif d'enrichir l'habitat du hamster avec des cultures qui assurent un environnement nutritionnellement viable et une protection à couvert végétal périn, que ce soit en travaillant sur les cultures principales qui sont cultivées avec objectif de rentabilité et de production, des bancs de refuge qui sont pratiqués en Alsace, donc c'est des bancs qui sont placés tous les 72 mètres et qui permettent notamment d'assurer un couvert végétal, même s'il est fractionné dans l'espace, au hamster quand vous voyez à côté la culture principale a été récoltée. Et puis il y a aussi un travail qui est fait sur les couverts d'interculture qui vont donc être semés après récolte. Et donc l'objectif de mes travaux de thèse était notamment d'estimer quelles cultures peuvent être considérées favorables pour être implémentées dans ces différentes modalités. Alors pour ce faire, on a essayé de se rapprocher au maximum des conditions naturelles, mais en travaillant dans un milieu contrôlé, pour pouvoir avoir des résultats relativement robustes. Et pour ce faire, on a donc travaillé dans un mésocosme, que vous avez ici en photo, c'est-à-dire un enclos qui faisait 1 hectare, un peu moins, et qui était divisé en plusieurs sous-parties, et dans lesquelles on peut pratiquer différentes cultures, et qui a l'avantage d'être protégé autant de la prédation grâce aux filets et au grillage que vous avez sur les côtés, que des intrants, puisqu'on n'a pratiqué aucun traitement, ni pesticides, ni engrais. Hop, je vous le disais, il était divisé en sous-enclos. Et l'intérêt, c'est que donc on a pu implémenter différentes cultures dans les différents sous-enclos. Alors, on a comparé les cultures qu'on voulait tester à un régime monocultural à base de blé, que vous avez à gauche. Et les 3 autres régimes, en fait, on les a élaborés sur consultation des communautés agricoles, avec à cœur d'essayer de tester des associations qui soient vraiment implémentables en plein champ. Vous avez par exemple un mélange maïs-lablab. Le lablab est un haricot qui pousse en utilisant le maïs comme tuteur, qui va permettre potentiellement d'enrichir le maïs avec un thème riche en protéines, et qui est donc un mélange qui est utilisé en ensilage. Le régime blé-soja, c'est celui qu'on a vu avant, il est praticable en relay cropping, c'est-à-dire que les agriculteurs peuvent semer le soja dans un sous-couvert de blé. Et Févrole colza, c'est aussi une association qui est pratiquée de manière assez classique. Enfin, classique, c'est anecdotique, mais en tout cas, c'est utilisé. Et l'avantage des régimes Févrole colza et blé-soja par rapport aux 2 autres, c'est qu'on a aussi la présence d'une... Ça fait 5 minutes ? Il reste 5 minutes. Waouh. Ok, je vais accélérer quand même. Enfin voilà, donc des cultures qui sont potentiellement applicables en plein champ. Alors notre suivi il est basé sur des captures qui sont pratiquées de manière hebdomadaire et on identifie tous les juvéniles qu'on capture avec des puces individuelles. Je passe un peu rapidement, je suis désolé, je n'ai pas vu le temps passer. Petite méthodologie qu'on a développée dans le cadre de ma thèse pour estimer les dates à laquelle les hamsters mettent bas, on utilise l'analyse de température corporelle.
c'est la température corporelle, on la mesure normalement plutôt pour l'hibernation. Mais là, on l'a utilisé pour la repro. Vous voyez qu'en laboratoire, au moment où les hamsters mettent bas, on a un pic de température. En mésocosme, ça nous permet de voir à quel moment les femelles ont mis bas dans leur terrier. Et petite particularité du hamster, les parturitions sont suffisamment rapprochées pour qu'en fait, l'allaitement de cette portée se passe de manière simultanée avec la gestation de celle-ci. C'est notamment grâce à ça que les hamsters peuvent avoir un potentiel succès reproducteur très important. Je passe un peu vite. Du coup, qu'est-ce qu'on observe en termes de reproduction dans notre enclos? Eh bien, le premier résultat qui était vachement intéressant, c'est qu'on n'a pas eu d'échec reproducteur. Tous nos groupes ont réussi à produire des petits, même dans le groupe monoculture de blé, où on s'attendait que les protéines soient très limitantes. Je passe un peu rapidement, mais en gros, ça, on estime que c'est grâce au fait que les hamsters avaient un environnement suffisamment diversifié pour compenser ces carences alimentaires en consommant d'autres choses. Ce qui renvoie au résultat où les hamsters qui étaient nourris au blé et au ver de terre étaient capables d'assurer une repro. Donc là, par exemple, vous avez un juvénile qui consomme des adventices, ou un adulte qui a prédaté un campagnard. Et dans ce contexte, on n'a pas eu d'avantage du régime maïs lablab qui était plus riche en protéines, tout simplement parce que potentiellement les hamsters n'avaient pas besoin de plus de protéines, puisqu'ils étaient capables de trouver les protéines dans leur environnement. Hop. Là où on a par contre un succès reproducteur plus avantageux, c'est dans les deux régimes où, je vous le disais, on avait des oléagineux, que ce soit le colza dans le régime colza-févrole ou le soja dans le régime de soja. Et en fait, rapidement, ça c'est un graphique qui montre le nombre de petits par portée en fonction de la portée dans l'année. Donc on a des hamsters qui ont produit jusqu'à 4 portées. Et en fait, si ce succès reproducteur était plus important, c'est notamment parce que les portées étaient plus grandes, mais aussi parce que vous le voyez, elles ont été plus nombreuses. Notamment la troisième portée était viable, là où dans les deux groupes, la troisième portée était complètement ratée. Donc si on synthétise très rapidement, on partait du postulat que les hamsters seraient limités en protéines. Mais en fait, il s'avère qu'en enclos, vu que leur environnement était plus diversifié, ils ont été capables de compenser les potentielles carences. Les protéines, on peut les apporter via des légumineuses ou via une diversification environnementale. Vous avez vu que les hamsters consomment des adventices ou de la microfaune. Et dans ce contexte, il apparaît qu'il y a plutôt un enjeu énergétique qui se passe. C'est dans le cas où on a donné aux hamsters accès à des oléagineux qu'on a eu une meilleure reproduction. Les oléagineux, leur particularité, c'est qu'ils sont très riches en lipides, le macronutriment qui apporte le plus d'énergie par unité de masse. Et la petite particularité, c'est que les lipides, on ne les trouve que dans les graines d'oléagineux. Donc là, il y a un enjeu qui va être à considérer autour de la période de grainaison des oléagineux. Je ne sais pas trop combien de temps il me reste. 3 minutes. Ah, je peux pas ralentir là. J'aurais fait des... Ouais. Alors, donc sur ces considérations, on a voulu essayer de plus travailler sur comment est-ce que justement ces enjeux nutritionnels pouvaient être implémentés à l'échelle de l'habitat agricole. Et donc, on a collaboré avec la Chambre d'agriculture, notamment en travaillant sur ces bandes de cultures diversifiées pour essayer d'implémenter plus de protéines, plus de lipides dans l'environnement. Pour ça, on a travaillé notamment sur la tâche des semis, parce que je vous le disais, l'enjeu au niveau de la phénologie des cultures va être important. On a travaillé sur 5 mélanges, une luzernière qui est donc pluriannuelle, et des mélanges qui vont être semés à différentes dates, des mélanges d'hiver qui sont semés en amont d'hiver, des mélanges précoces, classiques et tardifs qui sont semés tôt à date classique et tard dans le printemps. Ce qu'on observe en premier, c'est que pour jouer sur le taux de protéines dans le couvert, donc les protéines on peut les trouver autant dans les graines que dans les cultures, les parties vertes, ce qui est le plus pertinent évidemment, j'enfonce une porte ouverte, c'est de jouer sur la catégorie des cultures avec les légumineuses qui vont être les plus riches en protéines et les céréales, les graminées qui vont être les plus pauvres. Par contre, ce qu'on observe aussi par exemple sur ce graphique qui montre le taux de protéines moyen dans le couvert en fonction de la part de graminées dans celui-ci, c'est que pour une même composition de couvert en termes de céréales, par exemple si on prend un couvert à 100% de céréales, on va quand même avoir une grande variabilité de contenu en protéines, tout simplement parce que, par exemple, dans ce cas-là, on a un mélange qui est composé à 100% de sorgho, et dans ce cas-là, un mélange qui est composé à 100% d'avoine. Deux céréales, mais avec un taux de protéines qui est 2 fois supérieur dans le cas de l'avoine. Donc même si les agriculteurs, par exemple, tendent à vouloir cultiver des céréales, on peut quand même jouer sur les espèces qui sont cultivées pour essayer de maximiser les protéines dans le couvert. Et ensuite, au niveau des lipides, donc je vous le disais, ce qui va vraiment être clé, c'est de jouer sur la période de grainaison. Donc plus on va semer les couverts tôt, plus les cultures vont atteindre le stade de graines tôt dans l'année, ce qui peut être intéressant pour synchroniser la disponibilité en graines et les besoins des hamsters, que ce soit pendant la reproduction ou pendant la phase de stockage alimentaire dont je vous parlais au début. Et après, de manière intéressante, les agriculteurs adorent les luzernes. C'est vrai que c'est assez intéressant pour apporter un couvert végétal et pour apporter des protéines. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, comme ces luzernières sont exploitées en fauche alternée, les couverts n'atteignent jamais le stade de graines. Et donc, au niveau hamster,
ça va pas forcément être intéressant, notamment au niveau de l'hibernation ou du repos, parce qu'on va pas pouvoir apporter les nutriments et les graines nécessaires. Voilà. Donc du coup, à travers toutes ces considérations, globalement, on a sélectionné plutôt des associations de cultures comme le blé soja ou le colza févrole comme plutôt pertinentes nutritionnellement, du fait qu'elles apportent et des protéines et des lipides, et surtout des lipides. Maintenant, les résultats, ils ouvrent aussi à certains aspects environnementaux clés, comme par exemple la présence de biodiversité dans l'environnement du hamster qui va lui permettre de compenser des potentiels manques, et puis une couverture végétale pour leur protection et pour la provision alimentaire. Donc, globalement, ces considérations, pour conclure, replacent le hamster vraiment dans l'enjeu de la biodiversité agricole et de la qualité des paysages agricoles. Ce qui est assez intéressant parce que, évidemment, ces enjeux-là sont directement impactés par les pratiques agricoles qui sont elles-mêmes dictées par la politique agricole commune. Mais en fait, comme le hamster est présent dans ce système et qu'à travers sa conservation, il mobilise des politiques agricoles locales et il motive des actions plus environnementales, le hamster est vraiment un levier pour essayer de mettre en place des pratiques agroécologiques qui sont plus pertinentes et donc d'essayer de maximiser les services écosystémiques qu'on peut espérer trouver dans les écosystèmes agricoles. Voilà, sur cette considération, je vous remercie pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour, merci pour votre intervention. Je voulais savoir, alors là c'est vraiment conservation à 2000%, mais si la crise agricole qu'on subissait en ce moment et le backlash écologique avaient des impacts sur la conservation des hamsters ou l'installation de mesures agro-environnementales, comme ça peut être le cas pour certains autres projets comme les outardes, etc., ou les vautours typiquement. Oui. Alors c'est vrai que c'est assez tendu en ce moment, rien que par exemple parce qu'on observe encore aujourd'hui une augmentation des coûts de production et une augmentation du coût des cultures qui fait que en fait, toutes ces interventions pour les hamsters sont subventionnées et aujourd'hui on se retrouve presque dans un système où c'est plus assez rentable de protéger le hamster par rapport aux subventions, il vaut mieux produire de manière intense. Donc effectivement, les crises actuelles jouent sur le système. Maintenant, nous ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est d'essayer de positiver la conservation du hamster. Par exemple, dans le contexte d'implémentation de couverts d'interculture, on essaie vraiment de vendre ça aussi comme des engrais verts qui peuvent permettre de réduire les coûts de production et via la réduction des coûts des intrants. Et d'être rentable en fait. Donc bon, on essaie de jouer un peu sur tous les plans, mais c'est clairement pas quelque chose de simple vu le contexte actuel. Oui, vous avez finalement répondu un petit peu à la question que je me posais, mais dans les modèles que vous avez présentés, on voit apparaître plus tard la luzerne, mais tout ce qui est pluriannuel comme ça, vous l'avez pas trop... ça n'a pas l'air d'être... C'est parce que c'était pas... comment dire, économiquement viable et vous vous êtes du coup limité vraiment aux cultures céréalières à proposer, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on essaie plutôt de fonctionner sur la base du système de production agricole qui est très très orienté vers les grandes cultures à fort rendement et à fort potentiel économique. Donc les agriculteurs alsaciens, ils ont plutôt une appétence pour les cultures annuelles. Okay. Voilà, c'est surtout pour ça. En fait, la luzerne est surtout exploitée dans les zones où ils n'ont pas trop le droit de traiter, où il y a des enjeux... de ce type-là, elle est utilisée pour éliminer les adventices. Parce qu'à l'origine, c'était beaucoup de polyculture élevage, sur ces zones d'Alsace, où il y avait pas mal de luzernières, ça faisait quand même partie des zones... Ça, c'est du fourrage. Ouais. Et en fait, en Alsace, aujourd'hui, l'activité d'élevage est très très réduite. Oui. Bonjour. Je voulais savoir, parce que du coup, le PNA est toujours en cours. Ouais. Est-ce que, je sais qu'il y a eu un programme européen, le Life Alister, est-ce qu'il est toujours en cours? Est-ce qu'il est terminé? Alors, le LIFE est fini. Entre-temps, il y a eu un autre projet franco-allemand qui s'appelle un Interreg, qui est aussi terminé. Par contre, voilà, le PNA court toujours, et sur la base de ça, on continue à faire de la recherche et de la... J'avais une question. La consommation de campagnol, c'est de la prédation ou c'est de la consommation de charognes, de cadavres? Alors, ça a été documenté comme étant vraiment de la prédation. La prédation. Dans la littérature, ouais. Alors, en fait, nous, on a observé des campagnols parce que c'est ce qu'on avait dans le clos. Mais il a été documenté que la hamster prédate aussi des insectes, des amphibiens, enfin un peu tout ce qui est suffisamment petit pour être consommé. Il les capture peut-être dans les galeries? Alors, ça, je sais pas. Je
saurais pas dire, parce que nous, ce qu'on observe fatalement, c'est sur les pièges photos, donc c'est en extérieur, mais c'est vrai qu'on voit souvent des campagnols courir un peu partout, donc je pense que c'est probablement là où c'est plus facile pour les hamsters de les prédater. Mais c'est une inconnue, ça. Merci beaucoup. Merci.